Bonsoir, voilà cette vidéo, en ce mois de février, une petite vidéo sur l'actualité, pour réagir un petit peu à pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Alors c'est vrai que les médias habituels ont l'habitude d'ouvrir leurs journaux et de faire de donner une large part de leur journal aux conditions climatiques actuelles, c'est-à-dire qu'il fait froid, c'est vrai qu'il fait très froid actuellement sur la France, mais bon on est en hiver, donc c'est un phénomène je dirais plutôt normal. C'est vrai que fin février, c'est rare qu'il fasse aussi froid, mais bon, c'est pas particulièrement inquiétant et préoccupant. Il se passe des choses beaucoup plus préoccupantes, beaucoup plus, je pense, enfin, sur lesquelles il faudrait insister un peu plus, parce que c'est l'avenir du monde qui se joue. Et bah, c'est par rapport à ça que je voulais réagir. Bon, moi, j'ai pas parlé du froid, de ces choses-là. Je laisse ça aux médias qui aiment bien s'amuser avec ça. Moi, j'ai parlé de choses beaucoup plus importantes à mes yeux. Première chose sur laquelle je voulais réagir, c'est il y a un mot actuellement qui est un peu à la mode et les médias le prononcent de manière assez différente, ça dépend, c'est la gouta ou la ruta, je sais pas comment il faut le dire exactement, peu importe. C'est ce fameux site, j'ai pas c'est le nom je sais même pas si c'est le nom d'une ville ou enfin bah, bref, d'un quartier, ouais, dans lequel actuellement il y aurait une situation humanitaire terrible, ce dont je ne doute pas, vu ce qui se passe en Syrie de toute manière, ça c'est indéniable. Et donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire on voit les médias insister, nous marteler cette situation de guerre pour nous tirer les larmes et pour nous dire ah ben voilà, regardez ce qui se passe, hein, j'avais parlé déjà des bombardements l'année dernière. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ces pauvres civils syriens, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, etc. qui souffrent des bombardements. Et bien sûr, qui on incrimine derrière ces bombardements? Il y a toujours le régime syrien de Bachar el-Assad et bien sûr les Russes hein, qui sont derrière et qui soutiennent. Alors évidemment, si on réagit au premier degré, sans réfléchir plus, et en faisant confiance aux médias, on va réagir de manière émotionnelle en disant ah, ce salaud de Bachar el-Assad quand même, voilà, il continue à faire des tueries. Et Poutine, ce salaud de Poutine, il le soutient. Voilà, ça c'est la réaction basique, on va dire. Maintenant qu'on réfléchit un petit peu et qu'on s'intéresse de plus près au problème, euh, je trouve ça un peu quand même un peu baroque, comme dirait l'autre, d'incriminer toujours Poutine et Bachar el-Assad, comme s'il y avait ces gens-là faisaient forcément une guerre sale et les autres menaient une guerre propre. C'est-à-dire que en Syrie, il faut pas oublier il y a Daesh, hein, il y a bon Daesh maintenant a plus vraiment de poids en Syrie, mais il y a tout un tas d'organisations plus ou moins islamistes qui mènent la guerre. Il y a les rebelles kurdes, il y a il y a voilà il y a tout un ensemble. C'est une guerre civile assez compliquée parce il y a tout un tas comment dire de camps plus ou moins contradictoires. C'est un peu comme la guerre civile qu'il y avait en Espagne dans les années 30, c'est-à-dire que en fait, il y avait deux camps principaux, mais derrière où il y avait par exemple les dans le camp républicain, il y avait les staliniens qui essayaient de saboter ce que faisaient les anarchistes et les trotskistes. Enfin bon, après il y avait tout un tas de tendances différentes. Dans le camp nationaliste aussi, c'était pas forcément uniforme. Mais c'est vrai que faut comprendre dans les guerres civiles, c'est toujours assez compliqué. Hein. Faut pas rester sur les deux camps antagonistes. Il faut voir qu'il y a il y a des intérêts parfois qui peuvent être contradictoires dans un même camp. Et voilà, le problème c'est qu'on ne tient pas compte de cette complexité. Bon après c'est vrai que c'est pas évident de l'expliquer comme ça dans un journal où il faut tenir euh, une demi-heure, 40 minutes à parler de toute l'actualité mondiale. Donc c'est vrai que c'est pas évident on peut pas, comment dire, on peut pas en faire plus, quoi. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, il est dans le fait que on nous montre ça de manière émotionnelle toujours, en jouant sur l'émotion des images, etc., de la compassion, pour nous tirer les larmes et pour nous dire, regardez qui sont les méchants dans l'histoire. Alors que c'est plus compliqué que ça. Parce que si on remonte aux origines du conflit syrien, on se rend compte que les plus méchants sont pas forcément, voilà, c'est pas Bachar el-Assad et Poutine qui ont forcément lancé les hostilités, si on regarde bien. Mais regardez aussi le rôle qu'ont joué les gouvernements européens, notamment français, et les Américains dans cette histoire, Israël aussi, enfin bref, il faut s'intéresser à toutes les origines et toutes les positions qu'il y a eu dès le départ dans ce conflit syrien, au lieu de s'arrêter simplement sur une image
hein, comme on a eu, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, avec cette image d'enfant syrien couvert de poussière, voilà, qui est pareil, qui a tiré les larmes de tout le monde. Voilà, il faut se méfier de ça. Alors, et pourquoi j'insiste là-dessus aussi? Moi, je trouve qu'aussi suspect, et je suis persuadé de toute façon que c'est une opération pour nous tirer les larmes, hein, c'est pas pour autre chose, et comment dire, pour essayer de faire tourner l'opinion publique de manière à ce qu'elle soutienne le gouvernement dans un éventuel conflit syrien pour la France, et à mon avis qui est en train de se préparer. C'est-à-dire enfin une entrée de la France dans le conflit syrien, plus exactement. Pourquoi je pense ça? Parce que certes, il y a une catastrophe humanitaire, certes, il faut en parler, il faut la montrer, et puis il faut réagir à ça. Le problème, c'est que des catastrophes humanitaires comme en Syrie, dans le monde, il y en a pas mal. Je vais pas parler de tout ce qui se passe en Afrique, hein, mais sans aller jusqu'en Afrique, toujours dans la même région du monde, c'est-à-dire au Proche-Orient, on a le Yémen. Au Yémen, il y a une catastrophe humanitaire qui, à mon avis, est bien pire que celle, en tout cas en nombre, que celle qui se passe en Syrie. Parce que les Syriens, alors, je vais pas ironiser là-dessus, mais les Syriens, ils ont encore la possibilité de se barrer, même si c'est pas évident. Les Yéménites, les civils yéménites, eux, ils peuvent pas se barrer, parce que s'ils se barrent, ils sont obligés de passer par l'Arabie Saoudite. Vous imaginez un petit peu, sachant que c'est l'Arabie Saoudite qui les bombarde. Donc, vous voyez le problème, quoi. Alors c'est pareil, au Yémen aussi, il y a une guerre terrible. Il y a des millions de morts depuis le début du conflit yéménite. Et les médias n'en parlent pas. Alors j'ai entendu une radio, je citerai pas, parce que je suis plus sûr d'ailleurs de quelle radio c'est, mais j'ai entendu vaguement un journaliste parler de ça et expliquer en gros pourquoi, parce que il y a plein de gens qui étaient mécontents, qui réagissaient sur les réseaux sociaux, qui disaient mais pourquoi vous ne parlez pas de conflit du Yémen? Alors pour réagir toujours, parce qu'on va dire que ma position elle est conspirationniste, hein, mais puisque j'incrimine les médias, je dis pour moi ils font exprès de ne pas le dire parce qu'ils ont des consignes. Effectivement, ils doivent réagir sur la Syrie et pas sur le Yémen. Mais je pense que c'est plus subtil que ça parce que bien écouté ce que le journaliste disait. Il disait oui, mais nous on veut bien parler du Yémen. Le problème c'est que c'est difficile de s'y rendre. Voilà. Et le mec il a quand même été, il a parlé un petit peu, mais bon il a fait un petit reportage, voilà, qui a duré quelques minutes et qui est passé une fois une journée quoi, c'est tout. Et là je me suis dit c'est bizarre cet argument-là de dire ils ne peuvent pas y aller. Pourquoi c'est plus facile d'aller en Syrie qu'au Yémen? Ça me semble assez bizarre. Après, je veux bien, peut-être que c'est vrai, mais ça me semble assez bizarre quand même. Parce que des journalistes qui vont en Syrie, des images sur la Syrie, on en a plein. Des images sur le Yémen, on n'en a pas. Pourquoi? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de l'Arabie Saoudite, du rôle qu'elle joue dans ce conflit yéménite? On pourrait au moins essayer de décrypter, de dire d'où ça vient, voilà. Au moins avoir des explications là-dessus. Non, les médias n'en parlent pas. Ou en parlent très peu. Ils l'évoquent rapidement, mais en tout cas, ils nous martèlent pas comme la situation syrienne. Voilà. Alors quand on regarde un petit peu, effectivement, qui on incrimine dans la question de la Syrie avec l'histoire de la Ghouta là, actuellement? Eh bien, c'est toujours Bachar el-Assad et c'est Poutine. Voilà. Effectivement, qui sont les ennemis aujourd'hui déclarés des intérêts européens et américains aussi, qu'on peut associer aux intérêts européens. Tandis que de l'autre côté, on a euh, comment ça s'appelle? On a l'Arabie Saoudite qui elle n'est pas un ennemi, mais plutôt un allié. On l'a vu encore récemment euh, de la France, notamment un partenaire commercial privilégié. Vous voyez. Donc je me dis, je fais le lien avec ça et je me dis bon, je suis quand même en droit de me poser la question, même si ça peut paraître conspirationniste, de me dire est-ce que là il y a pas un petit avantage fait à l'Arabie Saoudite, un petit cadeau qu'on lui fait en disant on parle pas trop de vous, hein, vous met pas trop en cause. Par contre, on va taper sur Bachar el-Assad puisque c'est notre ennemi commun. Il y a la France et l'Arabie Saoudite. Et moi, je trouve ça très suspect. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très bizarre. Alors après, peut-être que c'est pas effectivement des consignes directement dites, ne parlez pas du Yémen et de l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est plus subtil que ça encore, et qu'il y a peut-être des manières comment dire, d'empêcher les, euh, les journalistes qui ont envie de parler de ça, en essayant de leur mettre des bâtons dans les roues, en essayant voilà, eux-mêmes de peut-être leur fournir des fausses informations et de leur dire après tout c'est pas de ça dont ils font parler. Enfin bon, je pense j'ai l'impression qu'on essaie de les aiguiller vers quelque chose de voilà. Après c'est différent parce que bon, il y a des journalistes si vous voulez qui sont bêtes et disciplinés qui vont respecter la ligne éditoriale
Il y en a d'autres qui vont vouloir aller un peu plus loin, mais on va réussir par par des médiations à les détourner de ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait sortir un peu de l'ordinaire. Voilà, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a il y a des formes de pression ou de médiation qui sont mises en place pour que les journalistes n'aillent pas parler de certaines choses et insistent plutôt sur d'autres. Voilà. Et on joue, je pense, de la même manière qu'on joue sur l'émotionnel et sur notre crédulité à nous, les spectateurs ou les lecteurs de médias, j'ai l'impression qu'on fait la même chose avec les journalistes eux-mêmes, vous voyez, de la part de leur hiérarchie. Voilà, ça, c'est toujours plus haut que ça se joue. Hein. Voilà. Hein, pour une petite référence cinématographique pour ceux qui ont vu le parrain, hein, c'est toujours, hein, vous savez qu'il y a toujours il y a toujours des mecs plus hauts. Hein, c'est là qu'il faut regarder, c'est toujours plus haut qu'il faut regarder pour comprendre qui c'est qui tire les ficelles. Hein, je pense que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il suffit de regarder à qui appartiennent les médias aujourd'hui. Hein, il y a, il y a 6 ou 7 milliardaires là qui possèdent la quasi-totalité des médias, en tout cas des grands médias en France. Voilà. En sachant aussi que certains médias, notamment de la presse écrite, aujourd'hui subsistent grâce aux subventions de l'État, hein, puisqu'ils ont plus de lecteurs, ils ont plus assez d'abonnés pour pouvoir continuer à vivre, ils vivent encore grâce au fric que leur donne l'État. Et là, on peut comprendre. Si on se pose la question simplement, regarde qui te paye et tu verras ce que je pense, hein, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, sans transition, bah si, justement, transition, je vais parler de l'affaire Ménel, puisque c'est un peu en lien avec la Syrie, puisque c'est une fille d'origine syrienne. Et justement, elle a parlé des fameux attentats. Donc là aussi, il y a toute cette idée du conspirationnisme encore qui apparaît là. Ménel, donc c'était cette candidate qui a participé à The Voice. J'ai d'ailleurs vu en direct, parce que moi je regarde pas trop cette émission-là, mais bon, hein, j'avais rien d'autre à faire, alors j'ai regardé et j'ai vu la prestation de cette jeune fille, qui pour moi était la meilleure de la soirée d'ailleurs. Et, effectivement, il y a eu d'abord un déchaînement sur les réseaux sociaux contre cette fille, qui a été prise d'ailleurs pour continuer l'aventure. Et il y a eu un déchaînement contre elle, ça a commencé avec un déchaînement sur les réseaux sociaux, qui, quand on fouille un peu, n'est pas sorti de nulle part. Hein. Il y a toujours, vous savez qu'il y a pareil, les réseaux sociaux, il y a des officines qui agissent sur les réseaux sociaux, dans des buts politiques, hein, toujours. Et il y a eu ce déchaînement, déjà d'une par rapport à son voile qu'elle arborait, bon, d'accord, et d'autres par rapport aussi au fait qu'elle est chantée en arabe. On a même entendu les chroniqueurs à la télé évoquer ce problème-là, entre guillemets. Et aussi, une autre chose, c'est on a été fouillé sur ses réseaux sociaux, sur ce qu'elle a mis il y a plusieurs années auparavant, par rapport notamment aux attentats. Alors, et là, il y a eu un consensus, c'est-à-dire, on va dire, à la fois sur les réseaux, pas sur les réseaux sociaux, non, sur les réseaux sociaux, c'est très partagé, mais en tout cas, au niveau médiatique, pour condamner cette fille par rapport aux phrases qu'elle a pu dire. On a pris 2 ou 3 phrases qu'elle a dit sur plusieurs années, par rapport aux attentats. En disant, alors que c'est simplement une expression, je dirais, personnelle, qui se fait dans le cadre de son profil Facebook, alors bon, qui est public apparemment, puisque tout le monde l'a vu, mais je veux dire, c'est simplement une réaction sur le moment qui traduit à une interrogation, c'est-à-dire qu'elle s'est posé la question, et c'est ça qui a choqué tout le monde, euh, de la responsabilité de nos gouvernements par rapport aux attentats qu'il y a eu en France. Est-ce que ça, c'est vraiment condamnable à ce point de dire, dans le cas de le comparer à une apologie du terrorisme? Est-ce que se poser des questions par rapport à l'implication, ou en tout cas à la responsabilité de nos gouvernements, de notre gouvernement en particulier, le gouvernement français, sur ces attentats, est-ce que c'est vraiment, ça mérite vraiment d'être mis au banc, d'être ostracisé de cette manière? Parce que c'est vraiment une procédure d'ostracisme social qu'a subi Ménel. Voilà. Et c'est pour ça que moi je lui apporte tout mon soutien parce que euh, pour moi c'est simplement une affaire de liberté d'expression. Voilà, elle a le droit de s'exprimer à des moments qu'elle n'insulte personne, elle n'a insulté personne. Simplement, elle n'est pas Charlie, elle n'est pas dans l'esprit Charlie. Mais encore, elle a même pas dit comme ça. Moi-même, ça a été mon cas aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai fait la même réflexion par rapport à l'histoire des cartes d'identité qu'on retrouve systématiquement dans les camions ou sur les lieux des attentats, les cartes d'identité des djihadistes. C'est vrai que ce qui est un peu curieux. Et on peut se poser des questions par rapport à ça.
Mais au-delà de ça, elle a pas fait l'apologie, elle a pas dit bravo Daesh, voilà, elle a pas fait l'apologie du terrorisme. Donc pourquoi est-ce qu'on l'emmerde à ce point-là? La réalité, c'est que il y a des gens que ça arrange d'emmerder. Pourquoi? Parce qu'elle a mis un voile, parce qu'elle chantait en arabe et parce que derrière il y a du racisme, il faut le dire clairement, voilà, et enfin du racisme ou de l'islamophobie, mais les deux vont souvent de pair. Et ça, il faut le dire, c'est la réalité, c'est la vérité. Et la deuxième chose qui est importante pour moi de dire, c'est que il y a des gens que ça arrange aussi pour des raisons politiques, puisque c'est une Syrienne qui visiblement n'est pas anti-Bachar el-Assad, et pour eux c'est emmerdant de donner la parole publique en tout cas de faire accéder à la parole publique une femme comme celle-là. Vous vous rendez compte, elle risquerait de gagner The Voice, vu qu'elle chante bien en plus, et du coup de devenir l'équivalent d'un Amir par exemple. Voilà, ce qui poserait problème. C'est-à-dire, elle pourrait aller aux enfoirés, par exemple, vous voyez. Et sachant effectivement les positions politiquement incorrectes qu'elle a pu prendre déjà avant, bah, ça posait problème par rapport. Et du coup, ça pose une question. Ça veut dire que on ne peut pas, quand on est, et je le sais particulièrement en tant qu'écrivain, parce que c'est pas évident, quand on n'a pas enfin, ou en tout cas quand on exprime une vision politiquement incorrecte ou qui ne va pas dans la doxa dominante, on va dire, on est de fait ostracisé, on est empêché d'accéder à une réussite matérielle et culturelle. Voilà. Et là, on le voit, c'est l'illustration avec Ménel. Voilà. Et alors, pour parler toujours de, de liberté d'expression, alors voilà, toujours le deux poids deux mesures dans la liberté d'expression, parce qu'il y a des tas de gens. Bah, je prends par exemple Charlie Hebdo continue à faire des caricatures les plus insultantes les unes que les autres contre les différentes religions, et là, ça pose problème à personne. Par contre, là, une fille qui simplement se exprime une inquiétude par rapport à ce qui se passe, on lui dit ah bah non, tu exprimes ton inquiétude de manière qui n'est pas conforme à la manière dont on doit penser. Voilà, c'est-à-dire tu dois penser comme ça et pas autrement. Voilà, non, ça c'est pas acceptable. Et de la même manière que je défends Ménel, je défends aussi Laurent Wauquiez. Alors ça peut paraître surprenant, mais oui, moi j'ai été plutôt agréablement surpris de découvrir les propos qu'a tenu Laurent Wauquiez, même si s'il est possible que ce soit un peu préparé, enfin bon, c'est peut-être un coup médiatique, pourquoi pas, c'est peut-être une tentative à la Trump, je sais pas, hein, bon, c'est possible aussi. Mais en tout cas, sur le fond de ce qu'il a dit, moi je trouve intéressant qu'un responsable politique, surtout de cette envergure, puisque c'est quand même le chef des Républicains, donc c'est pas n'importe qui, se permettre de parler comme ça, sans filtre, sans langue de bois, c'est quand même extraordinaire. On reproche depuis des années, depuis ma naissance, j'ai toujours entendu reprocher aux hommes politiques de parler la langue de bois, et pour une fois, on a quelqu'un qui nous dit ce qu'il pense, voilà, sans filtre, et on le condamne pour ça. Bon ben voilà, non. Je pense qu'il est condamné par toute la caste politique, c'est parce qu'ils sont emmerdés de voir un type qui a une telle responsabilité parler sans faire attention à ce qu'il dit. C'est ça qui pose problème, parce qu'ils ont peur du coup de mecs comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai été plutôt agréablement surpris par Wauquiez, que moi je prenais toujours pour un petit affairiste, un petit sarkozyste, voilà. Bon, c'est vrai que je vois qu'il a des positions quand même assez courageuse, vraiment à droite, la droite conservatrice. Et moi, je trouve intéressant, j'encourage en tout cas cette droite conservatrice à exister, à s'exprimer, puisqu'elle permet de remettre l'église au milieu du village, on va dire. Là, pour le coup, l'expression, elle est bien trouvée. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, depuis les élections présidentielles de 2017, on en revient à un vrai clivage droite-gauche qui est en vérité conservateurs, et même s'ils ont été mal représentés par Marine Le Pen, très mal même, les conservateurs, on voit quand même revenir ce vrai clivage, derrière le faux clivage droite-gauche, où en vérité on avait on avait une droite et une gauche tous les deux de libéraux, d'ultra-libéraux, hein, qui nous, euh, qui nous faisaient croire à une alternance qui était une fausse alternance, et ça tout le monde l'a compris maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça on voit il y a un conglomérat autour de Macron. D'ailleurs, Juppé et toute la droite maintenant qui est en train de quitter les Républicains va s'agglutiner avec Macron. Et on verra dans les prochaines élections, ils seront plus ou moins ensemble. Et là, par contre, on a un camp conservateur qui est en train de se reconstituer. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant à suivre. On va voir comment ça va évoluer. Voilà. Mais je tenais à réagir là-dessus parce que c'est encore une fois, voilà, il y a des libertés d'expression
qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Vous voyez, il faut le comprendre ça. Voilà, mais il faut le dire surtout parce que ça pose vraiment problème. Il y a une expression qu'on a le droit d'avoir et une autre qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire il y a une liberté d'expression officielle. Oui, c'est celle de la Pravda, quoi. C'est tout. Bref, je voudrais revenir sur Ménel aussi, juste simplement dire que il y a aussi une chose importante sur Ménel, c'est que c'est une femme. C'est une jeune femme. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est la seule jeune femme actuellement depuis le début de l'affaire Weinstein, c'est depuis quelques mois, qui n'a pas bénéficié de la vague féministe, hein, qui fait que chaque fois qu'une femme dit quelque chose, elle va systématiquement être défendue contre un homme. On en arrive à ce point-là maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien dans les médias aujourd'hui, c'est-à-dire dès qu'une femme peut se permettre d'être hargneuse, insultante, enfin envers quelqu'un, envers un homme, il n'y a pas de problème, on va rien dire. Par contre, quand vous avez un homme qui se met à être de la même manière, avec le même comportement contre une femme, alors là, il se prend le balance ton porc, toute la clique balance ton porc dans la figure, hein. Là, c'est clair et net, hein. Et ça, on le voit, et ça devient même inquiétant parce que ça pollue même les affaires judiciaires. Euh, L'année dernière, il y avait l'affaire Jacqueline Sauvage. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était cette femme qui avait tué, qui avait un certain âge, hein, qui avait tué son mari à coups de fusil et qui a été relaxée, graciée par François Hollande. Enfin, elle n'a pas été relaxée, elle avait été condamnée par la justice, mais graciée par le président de la République. Euh, alors parce qu'il y a eu toute une mobilisation, notamment féministe, envers cette femme pour dire que c'était une femme battue, c'était une femme qui était martyrisée, en plus son mari était incestueux, etc. Donc on, il faut comprendre et comment dire, excuser d'une certaine manière son geste, voilà, qui est quand même un meurtre. Donc là, ça pose un problème de conscience. Je vais pas revenir sur ce débat-là, que c'était bien ou pas bien. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et là, il y a eu l'affaire Daval il y a pas longtemps. Alors l'affaire Daval, par contre, à partir du moment où le mari avait avoué son crime, ça a été rendu public, il y a eu un déchaînement contre ce mari, qui a pourtant dit lui-même être d'une certaine manière un mari, comment je dirais, un mari, je vais pas dire un mari battu, mais parce que c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire qu'un mari qui est sous l'emprise, on va dire, d'une femme, n'est pas la même chose qu'une femme battue. C'est pas comparable de la même manière, on va dire. Mais il y a quand même la même forme de souffrance derrière. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, j'ai pas envie de développer là-dessus. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que là, par contre, là, il y a eu un consensus. C'est-à-dire les mêmes qui ont défendu Jacqueline Sauvage, je veux dire qui l'ont défendu coûte que coûte, hein, peu importe ce qu'elle a fait, etc. C'est les mêmes qui se sont acharnés sur ce mari meurtrier aussi. Voilà. Et moi, je trouve ça inquiétant parce que ça veut dire que la parole d'une femme en France aujourd'hui en 2018 sera toujours supérieure à la parole d'un homme. C'est-à-dire qu'on est arrivé au contraire de l'Arabie Saoudite. Vous voyez, en Arabie Saoudite, un homme a toujours raison face à une femme. Et ici, c'est le contraire maintenant. C'est-à-dire que la femme aura toujours raison face à un homme. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers ça. Alors, il faut revenir à une juste mesure des choses. Parce que là, on est en train de la dérive féministe, qui au début était un peu ridicule avec l'affaire Weinstein, elle est en train de prendre des proportions très inquiétantes pour les relations futures entre les hommes et les femmes, hein. C'est vraiment... là, ça va se dégrader encore plus. Et j'ai bien peur que des affaires d'aval, on en est à l'appel dans les années qui viennent. Voilà. Pour dire que je pense, je vais peut-être choquer en disant ça, mais bon, c'est ce que je pense, hein. Et voilà, il faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense maintenant, parce que sinon bientôt on pourra plus. Oui, je pense que les féministes, en tout cas tous ceux qui défendent un certain féminisme hargneux, euh, profondément, je dirais, misanthrope, hein, enfin, en tout cas, je parle pour les hommes, ou je sais pas comment on pourrait dire, anti-masculin, enfin bref, voilà, profondément anti-homme, quoi, anti-viril, hein. Je pense que ces gens-là, quelque part, on porte aussi une part de responsabilité dans, dans certaines affaires, je dirais, certains crimes passionnels. Parce que moi, je continue même si c'est aujourd'hui un terme qui est proscrit, je continue à l'utiliser parce que ce sont des crimes passionnels, effectivement. Voilà. Alors, il y a autre chose aussi qui nous a fait pleurer dans les chaumières, c'est l'histoire des migrants. Il y a la fameuse lettre, par exemple, de Yann Moix,
hein, qui nous fait pleurer sur les futurs Victor Hugo, les futures Montaigne aussi, comme disait l'autre, hein, qui se trouvent aujourd'hui à Calais ou dans les différents centres de rétention ou sur dans les camps sauvages, les campements sauvages qu'on voit fleurir un peu partout en France. Alors voilà, les migrants, évidemment, les migrants, c'est une situation terrible. Je n'ai pas envie d'être à leur place. Je connais bien la situation des migrants parce que je vis ici à Hayange, dans une ville où on en a depuis plusieurs années. J'ai notamment sympathisé moi, il y a quelque temps avec un migrant afghan. Hein, j'ai même partagé un repas avec lui, tout on a discuté. On a, euh, il m'a raconté un peu toute son histoire. C'est vrai qu'ils ont subi des choses terribles. Ah, ça, il y a pas de problème. Voilà, je comprends moi la détresse des migrants. Maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas en même temps cautionner le fait que, je dirais, des pays, des populations entières viennent se déverser en Europe. Ce n'est pas possible. Voilà, il faut stopper ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, la France a une part de responsabilité là-dedans, évidemment, par rapport à tout ce qu'elle a fait, à tous les pays qu'elle a déstabilisés dans le monde. Mais c'est pas pour ça que maintenant il faut accueillir, il faut tous les accueillir. D'autant plus que c'est pas la plupart ceux qui viennent ne sont pas des familles avec des femmes et des enfants, ce sont des jeunes hommes d'entre 20 et 30 ans. Voilà, donc il y a un problème. À un moment donné, c'est plus des réfugiés. Il faut arrêter de nous prendre pour des... voilà. Donc voilà, moi, c'est pareil, là encore une fois, on veut nous escroquer, nous faire pleurer dans les chaumières, nous faire... voilà. Non, à un moment donné, il faut dire l'immigration, il faut la stopper d'une manière ou d'une autre. Mais il faut réfléchir sérieusement. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait, notamment avec l'Afrique, parce que le plus gros flux, il vient d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique? Voilà. Comment on aide les Africains à pouvoir s'en sortir, à pouvoir se développer, à pouvoir même leur faire comprendre, parce que, pareil, en discutant avec les migrants, ceux qui sont là depuis un moment, je me rends compte qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de repartir chez eux. Voilà. Pas pour ceux qui viennent de pays en guerre, hein, mais pour ceux qui viennent, par exemple, de certains pays d'Afrique, qui sont dans une relative stabilité aujourd'hui. Ils disent, je préfère retourner dans mon village en Afrique que de rester là. Parce qu'ils disent, moi, si j'avais su, je serais jamais venu. Voilà, parce qu'ils prennent des risques inconsidérés, ils traversent des pays entiers, ils traversent la Méditerranée ils s'entassent sur des barques, hein, au risque de couler, de se faire bouffer par les requins, et ils arrivent ici, ils se retrouvent dans une situation de misère, à la fois sociale, affective, etc., qu'ils n'avaient pas imaginé, parce qu'ils pensaient arriver dans l'Eldorado, parce qu'il y a encore des gens en Afrique, qui c'est toujours l'éternel mythe de l'Eldorado, il y a toujours des gens en Afrique qui croient qu'ils vont arriver ici, et ils vont ressembler à ces noirs qu'ils voient dans les films ou les séries françaises aujourd'hui, de dire bah voilà, il y a un noir qui a réussi, qui est acteur dans un film ou dans une série, bah pourquoi pas moi quoi. Voilà, mais ils arrivent ici, ils voient que la réalité elle est pas celle-là. Et moi, tu viens ici, tu vas dans la rue, il y a personne qui t'aide, ou de temps en temps il y en a qui va te filer un peu de soupe ou des vêtements chauds, mais voilà, c'est après tu te démerdes, voilà, parce qu'il y a pas de boulot. Euh, Pareil, l'Afghan avec qui j'avais parlé, il a dit que les passeurs, il les faisait venir ici. Ici, je parle dans Lorraine, hein, parce que il y a beaucoup d'usines et il y a pas mal de travail. Le problème, c'est que les usines, elles ont toutes fermé. Voilà, et ça, ils le savent pas. Alors, ils sont prêts à payer des fortunes à des passeurs qui les ramènent ici, pour finalement qu'ils viennent ici traîner toute la journée dehors, gratter un peu de sous de l'État pour pouvoir continuer à vivre, parce ils ont rien d'autre. Voilà. Ou alors bosser un peu au noir sur des marchés, des trucs comme ça. C'est tout ce qu'ils font ici. Voilà. Alors après, il y en a qui arrivent à, et de temps en temps, il y en a un qui arrive à s'en sortir, il trouve un boulot, voilà, il va être pris en charge par une association, voilà, mais c'est un pour je sais pas combien. Donc voilà, c'est vraiment le problème est plus complexe que ça, c'est pareil, il y a toujours le petit escroc qui va venir nous tirer des larmes en disant regardez ces pauvres migrants, il faut les aider, etc. Le problème il est plus complexe que ça. Voilà. Et puis il y a migrants et migrants quoi aussi. Bon. Voilà, mais rassurons-nous, notre gouvernement Macron travaille. Ah, il est en train de foutre en l'air actuellement tous les différents statuts de travailleurs, et notamment avec les cheminots. Bon, après, évidemment, tout ça, ça a besoin d'être réformé. Après, c'est pareil, les réformes qu'on mène actuellement, c'est toujours pour la même chose, c'est toujours pour économiser de l'argent, pour payer la dette. Voilà, c'est pour rien d'autre. Voilà, pour payer le train de vie des époux Macron. Mais voilà, sinon, la grande mesure qu'il y a eu ce mois-ci, ça a été le, le rétablissement du service militaire. En tout cas, c'est en piste de réflexion, c'est en train d'être mis en route. Alors, bon, le service militaire, moi, ça m'inquiète. Je vais dire pourquoi ça m'inquiète. Je sais qu'il y a des tas de gens qui sont pour, euh, donc ça peut surprendre parce que c'est vrai que je dis que je suis plutôt conservateur et on pourrait croire que je suis pour le service militaire.
Eh ben non, je ne suis pas pour le rétablissement du service militaire. Et je vais expliquer pourquoi. Alors il y a des tas de gens qui ont comme argument qui disent oui, le service militaire, ça permet au moins de, de cadrer un peu la jeunesse. Hein, surtout que la jeunesse aujourd'hui, on dit, elle est un peu, voilà. Bon bref, c'est toujours c'est la même chose qu'on entend hein, communément. On dit voilà, c'est bien, ça offre un encadrement, ça permet aux jeunes d'avoir, c'est pendant un certain temps d'être encadrés et comment on dit, de rentrer un peu mieux dans la vie adulte, quoi. En plus, au service militaire, il y en a plein qui ont passé leur permis de conduire, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a ces avantages-là. Bon, le problème, la plupart des gens qui disent ça, c'est des gens effectivement qui ont connu le service militaire. Et parmi ces gens qui ont connu le service militaire, il y en a très peu qui l'ont fait en réalité, puisqu'il y avait beaucoup de moyens d'y échapper au service militaire. Et ceux qui l'ont fait quand même, euh, quand on les entend parler de service militaire, hein, c'est plutôt... moi, j'ai pas connu, hein, parce que moi, je suis plus jeune. Hein, je fais partie des premières générations qui ont échappé. Mais, euh, mais en tout cas, ceux qui l'ont fait, ils le décrivent plus comme une colonie de vacances qu'autre chose. Hein. J'ai l'impression que c'était pas si terrible que ça, quoi. Voilà. Bah, je parle pour ceux qui l'ont fait en France, hein, je parle pas pour ceux qui l'ont fait à l'étranger. Hein. Ou en tout cas pour ceux qui l'ont fait peut-être de manière plus ancienne. Je parle des plus anciens, mais des gens qui ont peut-être, je veux dire, 50, 60 ans aujourd'hui. Quand je les entends parler du service militaire en France, c'était pas, c'était pas Cayenne, quoi. Hein. Voilà, c'était plutôt tranquille. Hein. Ils arrêtent pas de rigoler, ils disent qu'ils ont, voilà, ils racontent un peu tous les fois ils ont fait le mur, ils ont fait la fête, ils ont, voilà. Bon, j'ai l'impression que c'était plutôt, c'était plutôt tranquille. Hein. D'autant plus que la plupart du temps, ils faisaient des trucs, voilà, ils apprenaient un métier, ils étaient pas forcément, c'est pas ce qu'on imagine. Vous savez, les images sensationnelles qu'on nous montre, les mecs qui sont en train dans la boue, là, en train de ramper par terre. Enfin bon, c'était pas vraiment ce qu'ils racontent, quoi. C'est pour ça que je me dis que les gens qui disent ça, bon, c'est des gens qui ont connu, voilà, quelque part, ils se disent oui, le service militaire, c'est pas si terrible, et puis au moins ça donne un cadre, quoi. Ça permet un peu hein, de tenir un peu notre jeunesse, quoi. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. La première question à se poser, c'est pourquoi. Est-ce que vous posez la question pourquoi les gens qui êtes pour le service militaire, je m'adresse à vous. Est-ce que vous posez la question pourquoi le gouvernement veut rétablir maintenant le service militaire, alors que Chirac l'avait supprimé à l'époque. Enfin, il n'est pas supprimé, en tout cas, il a supprimé le caractère obligatoire. Hein. Il a toujours existé depuis. Alors déjà, faut savoir une chose, c'est que pour moi, il y a plusieurs raisons. La première raison déjà pour laquelle on rétablit un service militaire massif, bah, la première raison qui me vient, c'est la guerre. En principe, c'est qu'on prépare une guerre massive. Ça me paraît quand même bizarre parce que on fait plus les guerres aujourd'hui comme on le fait à l'époque où on avait instauré le service militaire, qui est pas si vieux que ça, puisque ça date de Napoléon. Hein. Ça a été mis en place après la Révolution française pour justement préparer les campagnes, notamment les campagnes de Napoléon. Puisqu'il fallait là de la main-d'œuvre massive, et on considérait que chaque citoyen après la Révolution, hein, c'était l'esprit, hein, pouvait potentiellement être soldat. Hein. Avant, ceux qui se battaient, c'était les nobles, c'était les chevaliers, hein, c'était les bellatores, comme on disait en latin. Voilà, alors que la plupart des gens étaient des paysans, ils étaient censés rester à travailler leurs terres, pendant que les autres se battaient pour eux. Là maintenant, c'est à partir de la Révolution, on a dit, on a même forcé les paysans, on les a ramenés de force euh, dans l'armée pour pouvoir participer aux campagnes. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est fait dans la douleur au départ, le service militaire. Et, euh, et donc ça a donné bah, toutes les boucheries, notamment les boucheries napoléoniennes. Ça a donné la boucherie, la grande boucherie en chef qui est celle de la Première Guerre mondiale. Et ça a donné aussi la boucherie, la grosse boucherie aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Sans compter aussi l'Algérie, l'Indochine, enfin bref, on peut tous les faire comme ça. Et même l'Irak. Hein. Et même actuellement encore des mecs qui meurent au Mali, un peu partout. Voilà. Donc, finalement, quand on regarde l'histoire de ce service militaire, ce que ça a apporté sur le plan vraiment historique, et, euh, et à ce à quoi ça servirait aujourd'hui, pourquoi le rétablir, si ce n'est pour créer de nouvelles boucheries, ou alors l'autre explication que j'ai, ce serait pour créer faire une sorte de service civique déguisé derrière derrière le faux nez, je dirais, du service militaire. Voilà. C'est-à-dire mettre tout le monde au travail, mettre plein de jeunes au travail
gratuitement pour des indemnités dérisoires. Hein, ce qui est encore une fois une mesure qui arrangerait plutôt l'économie au détriment de qui ferait des esclaves, quoi. Voilà, parce que des gens qui s'engageraient dans des entreprises, etc., et qui pourraient choisir à la limite, mais en tout cas de manière gratuite, ce qui quand même est pas normal, quoi, du point de vue travail et rétribution, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Moi, je vais finir là la vidéo parce que je suis un peu fatigué, j'en ai marre de parler. Mais je voulais terminer là-dessus vraiment sur cette question de service militaire pour bien comprendre que c'est pas, moi je suis pas dans le truc, oui c'est bien ou pas bien, moi je me pose la question simplement pourquoi on fait ça. Voilà. Et j'ai encore une autre explication aussi, et je pense que c'est vraiment la principale raison, c'est opérer un contrôle de la jeunesse. On voit aujourd'hui qu'à travers plein de mesures sur la déradicalisation, des choses comme ça, on est en train de lutter contre ce qu'on appelle les fake news. Voilà. Or les fake news, c'est littéralement ça veut dire les fausses informations, hein. Mais en réalité, les fake news, c'est dans la réalité, c'est les informations qui ne sont pas validées par le système en place. Voilà, c'est ça les fake news. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui étaient considérées comme des fake news, par exemple, de la Russie soviétique. Vous voyez. C'est tout ce qui n'était pas validé par l'État soviétique. Et ben là, c'est pareil. Voilà, tout ce qui n'est pas validé par, euh, par le système, on va dire par l'oligarchie politico-économique en place, c'est de la fake news. Voilà. Et donc j'ai l'impression que quelque part, c'est pour lutter contre ces fake news en disant voilà, méfiez-vous des fake news, écoutez plutôt les journaux officiels. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on veut faire, puisque c'est un service militaire d'un mois, donc à quoi ça servirait un mois, si ce n'est pour ça? Parce que c'est suffisant un mois pour bourrer le crâne des jeunes. Donc à mon avis, c'est plutôt, enfin un mois ou deux, je sais plus. Bref, c'est plutôt l'objectif là, à mon avis. Mais bon. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai pas mal parlé. Voilà, donc c'était une petite revue sur l'actualité avec quelques pistes de réflexion sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Alors j'invite les gens à réagir. Vous pouvez réagir en disant vous aimez, vous n'aimez pas la vidéo, c'est comme vous voulez. Voilà, ou vous n'aimez pas mon commentaire, vous pouvez commenter justement cette vidéo en disant ben non, Pablo Busto, je suis pas d'accord avec vous ou avec toi, si vous voulez me tutoyer, c'est pas grave. Voilà, mais toujours en étant voilà, toujours en étant respectueux puisque je réponds pas aux insultes. Hein, voilà, donc toujours en essayant de d'élever le débat un petit peu. Voilà, moi je suis prêt à écouter vos arguments si vous en avez et puis à discuter de cette situation parce que c'est vrai qu'il y a des choses préoccupantes. Voilà, tout ce que j'ai dit là sur l'affaire Ménel, sur la Syrie, sur voilà, il y a des choses à la fois intéressantes, il y a des choses préoccupantes. Voilà. Je m'arrête là cette vidéo sur l'actualité. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur mon prochain livre là qui met un peu plus de temps parce que j'ai encore des nouveaux éléments à mettre dedans. Voilà, et j'en parlerai une prochaine fois. Allez, au revoir à tous.